Donc la prochaine communication qui va commencer est donc faite par Jean-Noël Dutheil de l'IHS CGT de l'Allier. Le thème est Alliés, combattants et combattantes pour la paix. Jeanne Labourde, militante bolchéviste, assassinée à Odessa. Donc tu as la parole pour 25 minutes. Oui. Il faudra me rappeler, mais ce sera bon, je pense. Je te rappellerai le temps. D'accord, merci. Donc cette contribution, elle porte sur les pratiques syndicales et sociales issues de la guerre. L'expérience de guerre des militants et des militantes est étudiée selon leur situation avant, pendant et après la guerre. En conséquence, c'est l'approche biographique qui a été privilégiée dans deux situations différentes. Les usines d'armement du bassin industriel de Molusson-Commentry et le théâtre de guerre à Odessa. Alors, les acteurs, pour ce qui nous concerne, sont des cadres syndicaux locaux. En 1917, c'est l'année du redémarrage de l'activité syndicale. Les militants qui jouent un rôle important sont des ouvriers sous statut d'ouvriers mobilisés. Donc on a Jean Barrault et Charles Guérin, sont deux secrétaires successifs de l'Union centrale des travailleurs de la métallurgie, que je nommerai après UCTM, pour plus de facilité. Ce dernier est socialiste, militant guédiste dans sa jeunesse, c'est un homme décidé. Deuxième personnage, Alphonse Bonnemer, adhérent lui aussi à l'UCTM depuis 1906, il appartient à une tendance plutôt libertaire de la CGT. Il participe avec Guérin à la réorganisation du syndicat. François Reiser, réformé militaire, ancien ouvrier typographe, directeur de la coopérative ouvrière d'imprimerie, secrétaire et réorganisateur de la Bourse du Travail. C'est lui qui tisse des liens avec les ouvriers de l'atelier de chargement. Marie Weiss, c'est une femme d'un affecté spécial qui est détachée au fourneau. Elle s'embauche à l'immense usine de pyrotechnie qui produit depuis avril 1916 pour l'armée. Bravant les pressions, elle devient secrétaire du syndicat, la question des sections féminines ayant été tranchée au congrès de Nevers en août 1917. Le 31 juillet 1914, les 10 000 à 15 000 manifestants contre la guerre ne sont qu'un feu de paille. En fait, l'échec en 1906 de notre première grande grève de notre histoire est un coup mortel qui a été porté au syndicalisme moulussonnais. Jusqu'en 1914, il ne reste que quelques petites centaines d'adhérents, avec une pénurie de cadres évidente. Depuis 1910, l'Union départementale de l'Allier a son siège à Vichy, et elle joue absolument aucun rôle dans le syndicalisme moulussonnais. De plus, elle fait partie de ces unions départementales qui disparaissent complètement au début des hostilités militaires. Durant les 3 premières années de guerre, donc, le syndicalisme moulussonnais reste à l'état squelettique. Les métallurgistes, malgré les convocations et les réunions, ne rallient pas le syndicat. Dernier personnage, Cartereau, ouvrier mobilisé, sans doute originaire comme ses camarades de la Seine et du Nord-Pas-de-Calais, va créer et diriger le syndicat de l'atelier de chargement, qui va faire adhérer à la Bourse du Travail. Lui et ses camarades vont ranimer les anciennes traditions révolutionnaires de la région qu'avait animé à son temps Jean Dormois. La reprise de la vie syndicale doit beaucoup aux délégués venus des départements voisins, et semble-t-il aussi de Paris. Un rapport des renseignements généraux de 1917, de juin 1917, note une modification de l'état d'esprit des ouvriers influencés par l'exemple russe et un risque de grève propagé par des agitateurs venus de Paris. En fait, ce qu'on a réussi à identifier pour ce qui nous concerne, c'est le 7 août 1917, Luquin et Belay du syndicat de Bourges montent en 2 réunions une section féminine à l'atelier de chargement de Moulins. Ils sont surpris, disent-ils, par l'empressement que ces femmes ont mis à répondre à leur appel. Le 28 octobre, 2 incidents préfigurent ce qui va se passer dans les mois à venir. Elles ont lieu au cours d'un meeting qui a lieu avec Albert Thomas. À Commentry, la citoyenne qui apparaît à la tribune pour faire partie du bureau est acclamée. Et à Molusson, un interrupteur crie « À bas la guerre ». Le 2 février 1918, l'UCTM gauchit son orientation dans une réunion à laquelle participe un délégué du comité intercorporatif de la Loire. L'Assemblée adopte l'ordre du jour suivant, dont je vous cite quelques précisions. Les travailleurs de Molusson
reconnaissent que la question des salaires n'est qu'un palliatif susceptible de n'apporter qu'un peu de réconfort aux travailleurs et ne saurait résoudre le problème qui se pose devant le prolétariat international, la paix. Durant le même mois, les Stéphanois Flageolet, qui est le secrétaire de l'UD de la Loire, et Clovis Andrieux viennent dans le même but préparer la grève. Puis c'est le tour du trésorier du comité intercorporatif de Bourges, auquel nous appartenons avec 14 syndicats venant de plusieurs départements. En mai, la femme du leader de la grève de Bourges vient en tant qu'agent de liaison. Enfin, le 25, une réunion syndicale est animée par 2 délégués grévistes de la Loire. En ce qui concerne les ouvriers de la Seine et du Nord-Pas-de-Calais, ils sont présents à l'atelier de chargement, mais également répartis dans les nombreuses entreprises de la métallurgie. Certains étaient des militants syndicaux. Leur arrivée va modifier profondément le rapport de force. Mais ils ne prennent pas de responsabilité importante dans l'action pacifiste, sauf peut-être Albert Bulot, qui a été un soldat gazé et qui se retrouve, après inhalation de ces gaz toxiques, réaffecté dans une usine de la région moissonnière. Alors on ne peut pas parler des actions pacifistes sans évoquer Pierre Brizon et de voir un petit peu s'il a eu une influence dans ce mouvement. Donc Pierre Brizon est un député socialiste de l'Allier. Il tente de mener une propagande pacifiste en direction des paysans dans le bocage bourbonnais. En effet, c'est un élu de Franchesse. Et dans le sud du département du Cher. Mais ce qu'on peut dire et affirmer, c'est que les 2 mouvements de protestation, urbain et rural, ne se sont jamais rencontrés, se sont ignorés. Rappelons quand même que Pierre Brizon est un des 3 députés qui se rend à la 2e conférence socialiste de Quiental. Cette rencontre d'avril 1916 se prononce pour une action pacifiste. Au Parlement, s'il présente la grève dans les usines de guerre comme bonne pour l'Allemagne, curieusement, il ne la préconise pas pour la France. Attaqué par les partisans du nom sacré dans le Combat social, journal des socialistes de l'Allier, il arrive pourtant à obtenir la parole à partir de 1917, ainsi que Marcel Capy, Marcel Dezeleux, Capy, c'est une femme, et des minoritaires vont pouvoir prendre la parole dans le journal. Et à partir de janvier 1918, Pierre Brizon règle définitivement le problème. Il crée son propre journal, La Vague, qui pénètre rapidement dans le milieu ouvrier, dans la Loire, dans le Cher, à Montluçon. Il y a même un groupe des Amis de la Vague. Il est animé d'ailleurs durant l'été par un nouveau venu qui s'appelle Charles Hand. Il est originaire de Nancy, ouvrier mobilisé lui aussi. C'est un actif propagandiste des idées révolutionnaires et son activité gêne considérablement les majoritaires. Les autorités, elles règlent vite le problème, elles leur envoient son dépôt. Alors, ces autorités sont parfaitement informées de la situation. Elles cherchent à éviter toute prise de conscience. Elles agissent vite et elles le font le 25 février. Alors que le mouvement de grève pour la paix n'a pas encore commencé, ne serait-ce qu'à s'organiser, elles décident 3 mesures, 4 peut-être même chez vous. Le renvoi à Blois et Chagny de 50 syndicalistes de l'atelier de chargement, un important renfort de gendarmerie, le casernement des troupes revenant du front, une manière d'entretenir la césure, opposition entre le front et l'arrière, d'opposer les combattants qui paient, comme on dit à l'époque, le prix du sang, aux embusqués, comme on dit aussi à l'époque, des usines. Le 30 mai, une provocation de toutes pièces est montée contre Cartereau. Il est mis en prison et inculpé. Le syndicat KO est incapable de combattre ces vagues répressives, sauf à utiliser la résistance passive, notamment au cours des interrogatoires des syndiqués sur les propos pacifistes tenus par Guérin durant la réunion publique du syndicat. La mobilité géographique, le passage des délégués que j'ai indiqué tout à l'heure, ne présente pas que des avantages. C'est ainsi que Guérin et Reiser sont amenés à démasquer un agent provocateur à la solde de la police, qui s'appelle Auguste Chevalot, c'est un ouvrier tourneur qui vient de Paris, mobilisé au Haut-Fourneau. Il arrive début mars 1918, se dit envoyé par une grande vedette du syndicalisme pour se mettre en rapport avec les chefs des organisations ouvrières. Il veut une adresse pour correspondre à l'insu de la censure. En réalité, il avouera vouloir faire tomber dans le sang ou emprisonner les militants du syndicalisme.
Le 2 avril, apprenant le départ des gendarmes et des tirailleurs sénégalais de l'atelier de chargement, la fraction la plus radicale du syndicat retrouve espoir. Elle pense pouvoir organiser librement la grève du 1er mai. De plus, ils ont réussi à monter un important syndicat de femmes à la pyrotechnie. Mais les plus modérés sont opposés à la grève, suivant cela la position officielle de la CGT. Ils l'emportent dans leur refus de se mettre en grève, recevant ainsi le soutien de Meirheim. Quant à Guéren, il adopte d'abord une attitude attentiste et puis il avoue craindre de ne pas être suivi. Alors la Loire, Bourges, Nevers, Fourchambault et Infy sont en grève et le 19, Montluçon prend connaissance de la situation. Il y a quelques décisions d'organisation qui sont prises, mais l'UCTM ne pense pas être prête. Elle n'envoie pas d'ailleurs de délégués au congrès des minoritaires de Saint-Étienne, les 19 et 20 mai. Le 25, 2 grévistes délégués de la Loire tiennent une réunion en présence de 400 métallurgistes. Gauthiron, c'est le premier, il fait le rapport du congrès de Saint-Étienne et met l'Assemblée devant ses responsabilités. Je cite, « Les militants de la Loire sont mécontents des syndiqués de Montluçon », dit-il. Quant à Coutan, le deuxième délégué, il conclut « La révolution russe a été loyale et juste, mais son caractère a été dénaturé volontairement par les grands quotidiens. Je fais appel au cœur des mères, des femmes et des enfants, et aussi de ceux qui restent pour protester contre la boucherie. Vive la paix, à bas la guerre !» L'auditoire est enthousiasmé. Informé, le préfet demande au ministre du Travail d'empêcher Guéren et ses amis d'aller plus loin dans leur activité. Opération réussie, les Montluçonnais ne font pas grève. Le thème de la paix revient une dernière fois, dans la période qui m'intéresse, en juin, à l'occasion des votes préparatoires aux congrès fédéraux et confédéraux de juillet 18. Les 2 délégués désignés, Bonnemer et Reiser, défendent les thèses minoritaires, exprimant une orientation pacifiste, blâmant la Fédération des métaux, la CGT, qui n'ont rien fait pour suivre le mouvement ouvrier, se prononçant contre la guerre pour un armistice immédiat. La guerre terminée, la bourse reste sous influence des orientations issues des mouvements du printemps 18. Les socialistes partisans de l'Union sacrée cherchent à reprendre la main sur le bassin de Montluçon. Marx Dormois, qui revient du front, investit les réunions syndicales. Constant, député de Montluçon, marque son opposition. Alors je vais vous citer un certain nombre d'oppositions que pouvaient avoir les socialistes de l'époque par rapport à ce mouvement minoritaire. Le 11 novembre 1918, il interdit la sortie du drapeau rouge de Barrault, dont la hampe est une crosse en l'air. Le 19 août 1919, il condamne les syndicats qui refusent de participer à la réception du 121e mairie. Le 25 décembre, il interdit une manifestation syndicale prévue le jour où la mairie organise une démonstration grandiose en l'honneur des morts pour la patrie. Et enfin, le 20 juillet 1920, le syndicat refuse de s'associer à la souscription finançant un monument aux soldats morts. Les sommes recueillies iront aux familles des victimes. Les hommes et les femmes qui ont mené la lutte en 1918 vont alors être écartés. Guéren est victime d'une campagne de dénigrement. Il est exclu du syndicat le 1er mars 1919. Élu au comité fédéral, il semble qu'il en fut écarté par l'équipe de Meirheim, à qui est la majorité. L'UCTM demandera des comptes sur son dossier au congrès de la 5e région et fera même voter un blâme contre la fédération pour n'avoir pas communiqué toutes les pièces du dossier. De la même manière, les dirigeants de la bourse, Reiser et Barrault, sont exclus en mars 1920. Marx Dormois impose un ami comme secrétaire de la Bourse du Travail, qui reste donc aux mains des majoritaires. La guerre terminée, l'usine de pyrotechnie n'a plus d'intérêt. Les femmes en sont chassées, sans ménagement et sans délai. Marie Weiss, donc la secrétaire, tente vainement de les mobiliser dans l'indifférence générale. Elle entreprend avec Guéren plusieurs démarches auprès des ministères dans le but d'obtenir des primes de départ. Elle est touchée par la campagne dont est victime son compagnon, qui n'est autre que Guéren. Ils quittent tous les deux le département pour Paris. Le nouveau secrétaire de l'UD, d'abord acquis dans un premier temps aux idées des minoritaires, retourne sa veste et donc l'UD restera dans le camp des majoritaires. Quant aux militants qui s'étaient fait remarquer durant la guerre, ils semblent se désintéresser du champ syndical, utilisant toute leur énergie
pour monter une coopérative de production sous les auspices de l'UCTM qui s'appellera l'Émancipatrice. L'atelier était prêt à fonctionner quand Constant fait capoter le projet. Michaud, Bonnemère, Bulot animent les CSR qui parviennent à modifier le rapport de force au sein de l'UCTM. Et en juillet 1921, l'UCTM opte pour la lutte de classe et pour la lutte révolutionnaire et adhérera par la suite à la CGTU. Alors maintenant, deuxième partie de mon exposé par rapport à la révolution russe. La révolution russe reconfigure le mouvement syndical. Le 29 avril 1917, l'UCTM salue avec enthousiasme la victoire de la révolution sur le despotisme des tsars. Ils adressent leurs encouragements au comité mixte d'ouvriers et de soldats, dont l'influence et l'impulsion donnent à la révolution un caractère démocratique et social qui jouera certainement un grand rôle dans l'émancipation du monde entier. Petit à petit, deux visions s'affrontent, l'une réformiste, défendue par Éméré, secrétaire de l'UD, qui engage la CGT à, je cite, une guerre à outrance des syndicats contre l'internationale de Moscou. Et l'autre révolutionnaire, défendue par les instituteurs de l'Allier, qui appelle à l'adhésion à la CGT et l'inscrivent à la Troisième Internationale pour l'établissement d'un régime communiste réalisé en partie par les soviétiques de Russie, et c'est en ce sens que nous travaillons au syndicat, disent-ils. En 1919, la guerre n'est pas terminée pour tous. L'armée française fait mouvement vers la mer Noire. Le 25 janvier 1919, Guérin déclare qu'il faut se préparer à manifester contre l'intervention en Russie. La campagne prend de plus en plus d'ampleur. La Confédération des travailleurs d'Europe décide d'une démonstration pour le 21 juillet contre l'intervention militaire en Russie et en Hongrie. Le 17, 1200 cheminots molissonnais, réunis en Assemblée générale, votent leur participation à cette journée. Mais la veille, la Confédération annule l'action. Reprochant à la direction confédérale d'avoir trop temporisé, la Bourse du Travail et l'AG des métaux donnent mandat à ses délégués au Congrès de Lyon de voter un blâme à la CGT pour son attitude pendant la guerre et pour son annulation de la grève du 21. Sur la bataille contre l'intervention en Russie, des clivages apparaissent. C'est ainsi que, réunis en AG, les 1000 cheminots qui avaient avant approuvé, approuvent maintenant l'attitude confédérale. À cette époque, un groupe de Français et de Françaises résidant en Russie participe à la révolution bolchevique, dont Jeanne Labourbe. C'est la deuxième partie aussi de mon sujet. Qui est-elle ? Alors en 1894, elle entre au service d'une riche famille polonaise comme gouvernante et préceptrice devant enseigner le français aux enfants. Elle suit sa famille en Pologne, dans la partie qui a incorporé l'Empire russe. Elle adhère au Parti ouvrier social-démocrate de Russie, fait la connaissance de Lénine dont elle devient son amie. Son rôle militant s'accroît et elle est expulsée. Donc, en 1909, on la retrouve dans l'Allier où elle tente de passer son brevet élémentaire pour devenir institutrice à Moulins et malheureusement elle échouera. Donc elle revient en Russie, épouse le militant serbe Marković. En 1917, elle est à Moscou lors des événements révolutionnaires et devient le premier membre français du parti bolchevique. Donc c'est une femme qui était le premier membre français du parti bolchevique. Elle utilise son temps libre à faire connaître les idéaux révolutionnaires aux travailleurs étrangers qui se trouvent en Russie. Le 22 août 1918, Lénine l'aide à concrétiser son projet qui voit le jour le 31. Je cite, « Tous les camarades parlant français et anglais et sympathisant avec l'idéal communiste sont invités à une réunion pour fonder le groupe communiste français de Moscou. Son but, dire la vérité sur la révolution d'octobre. » L'armée d'Orient et sa flotte arrivent sur le théâtre des opérations le 18 décembre 1918. La 156e division débarque en force à Odessa. Ces soldats n'ont guère envie de poursuivre la guerre contre la jeune République des Soviets. Odessa est à l'époque aux mains des Blancs. Les bolcheviks locaux décident d'organiser la propagande en direction des troupes françaises, mais la barrière de la langue pose problème. Donc Jeanne Labourbe demande à être envoyée afin de prendre contact avec les soldats et marins de manière à favoriser la fraternisation. Cachée, c'est une vieille militante
Elle s'emploie à diffuser des tracts, brochures, dont le journal qui s'appelle Le Communiste. Marcel Capi écrira d'elle qu'elle avait des papiers pacifiques au bout des doigts. Cette propagande vise à rappeler les souvenirs historiques de 1871 et de 1793 auprès des jeunes Français qui ont été éduqués à l'école républicaine et qui connaissaient Victor Hugo et l'épopée des soldats de l'an 2. Son groupe fait aussi connaître aux troupes que le 58e régiment d'infanterie a refusé de combattre. Elle est de plus en plus connue des soldats français. Elle prend des risques inouïs d'ailleurs pour rentrer au contact avec ces soldats. Le 1er mars 1919, vers 10h30 du soir, 10 hommes, dont 4 officiers français, entrent en trompe dans l'Isba où se réunit son petit groupe. Ils trouvent sur Jeanne un numéro du Communiste en français. Les militants sont conduits au siège de sûreté, interrogés, torturés, amenés au cimetière israélite à 1h du matin. 6 femmes et 4 hommes sont abattus à coups de revolver. Le 3 avril, devant l'avancée de l'armée rouge, le général français Ansen donne l'ordre d'évacuation et les obsèques de Jeanne Labourbe et de ses camarades peuvent être organisées à Odessa par une immense foule de travailleurs russes. Le 2 décembre 1919, Lénine reconnaît devant le comité central du PC que des renseignements sur les révoltes des marins de la mer Noire ont percé dans la presse française, que le nom de Jeanne Labourbe, fusillée par des Français à Odessa pour agitation bolchéviste, est devenu le mot d'ordre de la presse ouvrière socialiste de France et pas seulement l'aile communiste. Alors, 2 mots à propos de la presse. La presse nationale, parce que bon, Jeanne Labourbe, on pourrait en parler pendant des heures, on va se limiter à ce que la presse en a dit. La presse nationale et locale oublie d'en parler, et derrière un fatras de détails inutilisables, la thèse défendue consiste à souligner la barbarie des bolcheviks et à les présenter comme des alliés du Boche. De Jeanne Labourbe, donc, il n'est pas question. C'est les journaux qui viennent de l'étranger qui vont commencer à en parler, l'Exploité de Bruxelles, et le journal de Perica, l'International communiste, s'empare de l'information. C'est la Vie ouvrière du 23 juillet qui fournit les détails de son assassinat, puis dans celle du 12 mars 1920, donne la parole à un témoin. La Vague, dont j'ai parlé tout à l'heure, du 31 juillet 1919, Marcel Capi s'y indigne, un officier français, à coups de revolver, abattit comme un chien une femme française parce qu'elle avait dit aux hommes de ne pas tuer leurs frères. L'Humanité aimait le savoir à partir du 11 août. Le Populaire fait paraître entre août et septembre 13 protestations des syndicats et des sections socialistes. Mais la seule organisation qui réagira à l'assassinat de Jeanne Labourbe, c'est la Ligue des droits de l'homme. Au niveau local, le Combat social, le journal de la SFIO, ne fait paraître qu'une protestation, celle du groupe socialiste de Moulins, qui inaugurait le fait qu'elle était bourbonnaise. Ces articles comportent d'ailleurs des erreurs et des manques. Jeanne est appelée Laborde dans les premiers articles. Elle est présentée comme une universitaire institutrice sortie de l'école normale de Sèvres. Alors tout à l'heure, je vous dis qu'en fait, elle était domestique et institutrice d'enfants. À aucun moment, on indique qu'elle est née à la Palisse, dans l'Allier, le 8 avril 1877. Pas plus que son origine populaire. Elle est issue d'une famille pauvre, de pauvres paysans. On ne sait pas que l'autre française était adhérente au parti bolchevique. Alors Clarté publie un journal, une brochure qui s'appelle Les Crucifiés. C'est une remarquable série de dessins dont l'un évoque Jeanne Labourbe. Les auteurs, Victor Cyril et Antonio Gabrez, seront poursuivis par Clémenceau pour diffamation et injure à l'armée et défendus dans l'Humanité du 24 janvier 1920. À Montluçon, c'est Montuzès qui anime le groupe d'intellectuels de Clarté. Nous n'avons retrouvé qu'une seule affiche concernant Jeanne Labourbe. On l'a mise dans l'exposition qui est dans le hall. Elle associe André Marty et Jeanne Labourbe. Depuis en fait décembre 1920, les comités de défense des marins de la mer Noire alliés sont particulièrement actifs. Le préfet de l'Allier fait recouvrir ou lacérer cette affiche à Moulins, Vichy et Montluçon. La victoire électorale du bloc national et la lutte anti-bolchevique renvoya rapidement Jeanne Labourbe à l'oubli de l'histoire officielle et même, on peut dire, par certains côtés, de notre histoire locale.
En conclusion, si le mouvement de 1918 est un échec pour les minoritaires, ces événements ont pesé une fois la guerre terminée. Ce noyau fut un amalgame de militants locaux et de militants extérieurs du département. Amalgame réussi dans la mesure où il fit peur aux autorités. Certes très minoritaire, soumis à la répression puis aux purges, le mouvement fut incontestablement révolutionnaire et laissa une empreinte durable, contribuant à l'ancrage des idées progressistes dans la région montluçonnaise. La question de la syndicalisation des femmes agite les métaux qui acceptent en fait en 17 des sections féminines. De 1924 à 1934, pour les communistes français, l'action de Eugène Labourbe correspond à son thème de l'internationalisme prolétarien, sans compter que mars, date anniversaire de son assassinat, correspond à la journée internationale des femmes. J'ai rajouté célébrer puis oublier. Mais à l'analyse, ne doit-on pas s'interroger sur la rencontre des femmes avec le mouvement ouvrier? Voilà, je vous remercie. Donc, nous pouvons ouvrir le débat maintenant. Pendant une vingtaine de minutes, je prends les inscriptions selon la même procédure que tout à l'heure. Pas d'inscrits. Bon, simplement pour dire que... Il y a un complément. Oui, un complément. J'ai vu que je pense qu'il est, il est vendu ici. La première partie de la contribution que je vous ai présentée est issue d'un travail qui a été fait dans le cadre d'un colloque qui s'appelle « Le syndicalisme à l'épreuve de la Première Guerre mondiale » qui a eu lieu à Paris et dont les actes du colloque ont été publiés. Et pour des informations supplémentaires sur ce qui s'est passé à Montluçon, il y a le texte de ma contribution. Au passage, une petite erreur qui a été commise par les imprimeurs, j'ai jamais réussi à la faire rectifier. L'usine Saint-Jacques, elle est bien à Montluçon, elle n'est pas à Commentry. Est-ce que ça a suscité des interventions? J'ajouterais que ce livre est très intéressant. Moi, j'avais assisté au colloque, effectivement, où étaient intervenus Jean-Noël Dutheil et puis Loïc Levard. Donc, il y a leurs deux interventions. Et puis, c'est un ouvrage qui est intéressant, puisque c'est l'IHS national qui est partenaire, en fait, de ce livre. Et donc, c'est un colloque qui est organisé donc, par l'IHS-CGT national, par l'Université de Paris 1 et par la mairie de Paris sur 2 jours. Et avec beaucoup d'interventions. C'était très dense et ce livre, cet ouvrage, retrace en fait les actes de ce colloque et il est assez complet puisqu'il parle aussi de la situation internationale au niveau du syndicalisme en France, avec aussi des points qui sont assez intéressants, comme ce qui s'est passé dans l'Est de la France, en fait, les soviets qui sont constitués dans l'Est de la France. Enfin, ceux qui veulent poursuivre sur la période qu'on étudie, c'est un bon ouvrage. Y a-t-il des intervenants? Non. Je pense que c'est Gabriel. Je ne sais pas s'il y a personne qui intervient sur les Je veux dire, à propos de Pierre Brisson oui. et du journal La Vague, son journal a quand même dépassé, tu parlais de son influence dans les milieux de l'Allier, enfin des travailleurs de l'Allier, mais il a dépassé largement cela, parce que j'ai eu le témoignage de gens qui sont décédés aujourd'hui, mais qui ont été des militants et qui étaient mobilisés sur le front et qui avaient le journal La Vague sur le front. La Vague, journal internationaliste qui défendait justement, comment je vais dire, les idées qui
vont être portés par la révolution russe pour la fin de la guerre, eh bien, étaient diffusés malgré la censure sur le front par la population qui l'envoyait aux soldats à travers d'autres journaux, publiés dans d'autres journaux. Donc, ce petit journal La Vague a eu de l'importance pour les soldats sur le front. Voilà. Petit journal, je ne sais pas, parce que à l'époque, l'Humanité tire par exemple à 60 000 exemplaires, alors que La Vague aura des tirages à l'époque de 100 000 exemplaires. C'est-à-dire qu'on part de 50 ou 60 000 jusqu'à 100 000 exemplaires. Et en ce qui concerne, j'ai parlé des marins de la mer Noire, on a la preuve que les marins de la mer Noire, en tout cas un certain nombre de marins, étaient abonnés au journal La Vague et le recevaient sur les bateaux. On peut supposer que ce journal ne restait pas uniquement dans les mains d'un seul individu, mais qui pouvait très bien passer de l'un à l'autre. Je ne sais pas, je crois que quelqu'un va intervenir sur Saint-Étienne, c'est ça? C'est moi, oui. Oui, on a une très belle photo d'ailleurs des militants de la Loire photographiés avec à leurs pieds le journal La Vague, signe que le journal avait pénétré largement au-delà des sphères de l'Allier. Si vous êtes sage, on vous la montrera. À l'expo, il y a un exemplaire de La Vague qu'on a mis à l'expo aussi. Mais La Vague a été jusqu'à 200 000 exemplaires, mais beaucoup plus tard. D'autres intervenants? Sinon, Jean-Noël, est-ce que tu veux Oui, réagir? je ne sais pas, on va voir. Il y a d'autres? Oui. Je crois que c'est quelqu'un de l'IHS du Loiret. Voilà. Donc c'est un peu une question personnelle, comme on parle beaucoup de la guerre de 14-18 et que j'avais le livret militaire de mon grand-père, j'ai été regarder d'un peu plus près ce qu'il y avait dedans et j'ai découvert un diplôme écrit dans une langue que je croyais être du russe, mais qui finalement est du yougoslave, et qui lui décerne un diplôme et la médaille d'Orient pour sa participation à la délivrance de Belgrade. Mais je n'ai pas réussi à obtenir la traduction réelle du diplôme. Mais il est daté de 1930 ou 32, je ne sais plus. Et donc cette médaille d'Orient est confirmée par un autre papier écrit en français, lui, mais qui ne donne pas de détails plus que ça. Et donc, j'aimerais bien savoir si ce genre de diplôme est connu et si quelqu'un pourrait éventuellement le traduire. Voilà. Mais je peux aussi vous l'envoyer par le scanner, vous l'envoyez par mail. Enfin bon, je ne sais pas quel est l'intérêt de ce diplôme, mais quand j'ai vu ce diplôme, a priori, je me suis dit, bon, je savais que mon grand-père était allé en Crimée, mais je ne savais pas qu'il était allé en Yougoslavie. Je me suis dit, on a donné des diplômes aux soldats français qui sont allés casser la gueule aux Russes. C'était pas tout à fait ça, mais bon, c'était ma première pensée. Encore que libérer Belgrade, c'était pas non plus dans le sens de la révolution, parce qu'à cette époque-là, la Yougoslavie n'était pas dans le camp socialiste. Alors, c'est un petit mystère pour moi. Quelqu'un a la réponse? J'ai pas de réponse. Sinon, s'il y en a parmi vous qui auraient souhaité intervenir sur la première intervention, comme on a un peu de temps, vous pouvez le faire. Je pense qu'il y a le débat Première, aussi deuxième. sur les questions féminines, parce que ça a quand même posé un sacré problème Oui. pour les syndicalistes. Alors ici, le micro là. Vous vous présenterez, s'il vous plaît?
Oui, bonjour, Pascal Doyen-Richer, militant associatif et pacifiste. Moi, j'avais juste une question. On a eu sous les yeux les images de Jeanne Labourbe et d'Édith Clavel. J'ai peut-être manqué quelque chose, mais je n'ai pas entendu parler d'Édith Clavel. Est-ce que vous pouvez nous dire son parcours et pourquoi elle est mise en parallèle avec Jeanne Labourbe? Merci. Alors en fait, Édith Clavel, elle a été tuée par un officier allemand. C'était une institutrice belge. Et on a cherché à associer les deux martyrs de cette époque-là en faisant des articles qui étaient communs. C'est-à-dire quand Marcel Capy évoque l'assassinat de ces deux femmes en les mettant en parallèle. Voilà. Mais le parcours de ces deux femmes est différent. D'accord, d'un côté les Français, de l'autre côté un soldat allemand. Alors oui, là c'est clair qu'on a ce qu'ils appellent les chourineurs. Donc c'est... Oui, où est-ce qu'on est? Ça, c'est les Français qui sont en train de tuer Jeanne Labourbe. C'est un Allemand, oui. Et ils ont voulu les associer tous les deux. Mais donc belge. Elle était d'origine belge. Elle est belge, oui. Oui, à nouveau. Sur l'orateur nous a interpellés sur la question féminine. Donc, je veux bien en dire quelques mots. Moi aussi, j'étais au colloque de la CGT sur le syndicalisme confronté à je ne sais plus exactement le titre, à la Première Guerre mondiale, voilà. Donc, sur l'invitation, on reproduit une photo qui s'appelle 18 mai 1917, grève des midinettes. Cette photo a été commentée lors du colloque en question par, je crois que c'est Jean-Louis Robert qui intervenait, et qui a dit « Regardez bien la photo, ce ne sont que des femmes, et à la tribune, ce ne sont que des hommes. » Donc, l'idée du moment était que les femmes avaient besoin d'être encadrées, dirigées, etc. Et donc moi, je me suis permis de dire, ça n'a pas changé. Je suis peut-être un peu caricaturale, mais me semble-t-il pas tant que ça. Merci pour cette intervention. S'il n'y en a pas d'autres, nous allons faire la pause immédiatement jusqu'à 11h25. Ah, il y a une question. Le micro ici devant. Parmi les photos présentées, on peut voir et vous en profiterez pour vous présenter. je suis syndicaliste FSU. Voilà, le micro. Ça marche maintenant, bon, syndicaliste FSU. On peut voir parmi les photos présentées des groupes d'ouvriers représentés comme étant sénégalais, kabyles, italiens. Quelle était l'importance numérique de ces populations de travailleurs? D'abord, quel était un petit peu leur statut? Et voilà, oui. Des ateliers de chargement. Est-ce qu'il y avait une intervention spécifique de la CGT, en tout cas de ces fractions minoritaires, vis-à-vis de ces travailleurs, qui normalement, au nom de l'internationalisme prolétarien, faisaient partie de la classe ouvrière française? Intervention qui aurait dû avoir, bien évidemment, une très forte coloration anticolonialiste et anti-impérialiste, parce que je pense que la première des revendications des Kabyles ou des Sénégalais, c'était de rejoindre leur pays. Bon, je crois que les chiffres, ils sont présentés, il me semble bien. Ils y sont. Oui, oui, à peu près. Oui. En ce qui concerne l'intervention de la CGT sur l'atelier de chargement,
pour ceux qui sont mollissonnés, il y a une photo, on voit une photo au début des usines Saint-Jacques et de l'édifice communal, ce qu'on appelle la bourse du travail des Mollissons. On voit les fumées des usines qui sont derrière. Mais l'atelier de chargement, il n'était pas du tout dans le centre-ville ouvrier. C'est peut-être fait exprès. Alors, ça avait été fait exprès pour des raisons de sécurité. On l'avait mis en périphérie de la ville. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est les usines Dunlop actuellement qui ont été réutilisées, revendues ensuite à la société Dunlop pour en faire des usines de pneus. Quand on voit bien comment étaient installées ces usines, on est vraiment en périphérie de ville avec, si elles n'ont pas beaucoup manifesté, les femmes et ces ouvriers de l'atelier de chargement, c'est peut-être une des raisons géographiques qui pourrait expliquer qu'étant loin du centre-ville où ça aurait pu bouger, on peut comprendre peut-être que là il y a eu un frein. En ce qui concerne les Kabyles, ils étaient très militarisés. Hein. À mon avis, le mouvement, alors c'est pas adressé à eux, ça on peut répondre, je pense, mais ils craignaient énormément l'aspect, on va dire, frein qu'il pouvait y avoir sur n'importe quel mouvement populaire et ouvrier. Les femmes, pour revenir sur la question des femmes, les femmes ont été... au niveau de la façon dont ils ont réussi à monter la direction syndicale, les femmes qui étaient dont beaucoup de maris étaient soit mobilisés, soit au front, il y avait des pressions énormes sur ces femmes pour les empêcher de prendre des responsabilités au sein du mouvement syndical. Après, la question importante sur le mouvement des femmes, c'est est-ce qu'on les met dans le syndicat de la métallurgie ou est-ce qu'on en fait une section à part ? Une section dite de femmes, auquel cas on retrouve effectivement des bureaux syndicaux qui sont composés que de femmes. C'est pas forcément une bonne chose que d'avoir fait ce genre de syndicat-là. C'est l'atelier de chargement de Moulins, par exemple, le bureau plus le secrétariat, ce sont que des femmes. Et à Montluçon, ça a été aussi pareil à l'usine de pyrotechnie. Alors on peut préciser pourquoi ils étaient embêtés. Parce que, en fait, ils n'avaient aucune confiance dans les femmes. Ils pensaient qu'elles risquaient de faire baisser leur salaire. Ils pensaient d'abord que leur place n'était pas à l'usine, qu'elles avaient besoin d'être éduquées, au niveau intellectuel, elles n'atteignaient pas la hauteur des hommes. C'est dit tel que. Hein. Et on rajoute, et en plus les hommes qui n'ont pas une formation forcément révolutionnaire très avancée, donc vous vous rendez compte si en plus on a des femmes. Et puis elles vont arriver, elles vont être complètement désarmées face au patronat. En plus, elles gagnent moins, elles font baisser les salaires. Et puis, de toute façon, il y avait un paquet d'hommes, y compris de militants, qui pensaient que la place de la femme, c'était au foyer. Était au foyer. Tu l'as terminé, alors Loïc Levard. Oui, sur les derniers intervenants. Sur la photo là, qui a été prise, c'est le reflet du fait que même dans un milieu aussi où la main-d'œuvre féminine était très largement majoritaire, les syndicats ne regroupaient en 14, enfin même encore en 1917, que des hommes. Donc ceux que l'on voit à la tribune, ce sont les responsables du syndicat de l'habillement de la Seine. Hein. Donc ça correspond aux difficultés et aux réticences de la CGT en général à la syndicalisation des femmes. Alors, c'est vrai qu'ils ont essayé quand même de faire, ils ont fait un effort dans le sens que les délégations qui se rendaient au patronat et ensuite au ministre étaient mixtes dans le sens qu'il y avait des représentants des syndicats, mais aussi des représentants des ouvriers en grève. Hein. Donc là, c'était un premier point. Mais c'est vrai que les relations entre la CGT et le féminisme en général étaient quand même un petit peu délicates, c'est le moins que l'on puisse dire. Et d'ailleurs, Hélène Brion, qui est militante syndicaliste enseignante, qui était institutrice, elle a adressé une lettre au moment où elle s'est ralliée officiellement au comité pour la
reprise des relations internationales, où elle fait un bilan, disons, très très négatif des relations entre le mouvement ouvrier, et en particulier le mouvement syndical, et les femmes. Hein. Et c'est vrai qu'il subsistait quand même, on retrouve une résolution de la Fédération des métaux en septembre 1917 qui dit très clairement que la place des femmes n'est pas à l'usine, tout doux. Bon, et que ce qui sous-entend que dès que les ouvriers rentreront du front, eh bien, ils devront reprendre leur place. Ce qui explique que le débauchage des femmes en 1919 n'ait pratiquement provoqué aucune réaction réelle de la Fédération des métaux. Elle l'a laissé faire. Il y a eu très peu de protestations. Et ce qui s'est passé dans l'Allier, c'est presque une exception, quoi. Et ce qui explique aussi le mot d'ordre qui a été défendu par la CGT pendant la guerre, c'est-à-dire un salaire égal, à travailler égal, salaire égal, bon, ça peut apparaître comme un mot d'ordre progressif, mais derrière, il y avait l'idée que si les patrons étaient obligés de payer les femmes comme les hommes, eh bien, ils allaient embaucher les hommes, étant donné qu'ils sont plus qualifiés. Donc c'était un mot d'ordre qui était un petit peu, disons, sujet à caution, quoi. Quant au problème de la main-d'œuvre d'origine, enfin des colonies, je crois qu'il y en a eu en tout dans les usines de guerre 45 000 à peu près. Est-ce qu'il y a eu une intervention spécifique? Bon, la revendication était la même, hein, c'est-à-dire travail égal, salaire égal, hein, que ce soit les travailleurs d'origine étrangère ou d'origine des colonies, mais avec la même arrière-pensée que le mot d'ordre aussi qui pour les femmes, hein, c'est-à-dire que à salaire égal, eh bien, les patrons allaient plutôt embaucher des ouvriers français avec qui il était plus facile de parler, de donner des ordres, etc. Donc là aussi, c'est un mot d'ordre à double tranchant, si j'ose dire. Quant à la main-d'œuvre coloniale, je sais qu'ils se plaignaient de la grande difficulté, parce qu'ils étaient effectivement très encadrés, c'était pas évident, et en plus, il y avait des difficultés de langue, de mentalité au sens très large du terme, hein. C'est-à-dire c'est des travailleurs qui venaient directement des colonies où les problèmes, enfin les notions même de lutte de classe ou de choses comme ça n'étaient pas forcément assimilées, hein, et que c'était déjà difficile le travail envers les travailleurs étrangers qui venaient d'Europe, donc s'adresser à des travailleurs qui venaient d'Algérie ou d'Afrique noire ou ou même de l'Indochine, c'était assez compliqué. Mais il y a eu quand même l'exemple, il y a eu quand même une intervention qui a été faite, ne serait-ce que, bon, Ho Chi Minh, par exemple, hein, a été ouvrier pendant la guerre, et CA qui s'est aussi formé. Donc il y a eu quand même des exceptions, mais en règle générale, il n'y a pas eu vraiment d'efforts énormes pour pénétrer ces milieux-là, ça c'est sûr.